Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet amphithéâtre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons parler pendant 1h30 des défis de la politique monétaire. Alors c'est un sujet qui est a priori technique, mais qui en fait est passionnant, spécialement ces dernières années. Il faut savoir que tous les logiciels économiques qu'on a hérités du XXe siècle semblent ne plus fonctionner. En tout cas, les économistes sont en train d'enquêter pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Puisque si on fait le résumé de la situation actuelle, on a des taux négatifs, on a des banques centrales qui injectent de l'argent par milliards sur les marchés financiers, et pourtant la croissance, alors ça dépend d'une zone à l'autre, mais la croissance reste quand même faible, et puis il n'y a pas d'inflation. Donc on est dans cette situation avec des banques centrales qui sont un petit peu déboussolées, avec un double défi: comment on revient à une politique monétaire plus classique que ce qu'elle a été depuis le début de la crise financière, et comment en même temps on gère les effets collatéraux de cette politique qui a été non conventionnelle, qui a quand même consisté à sortir des fortes armes pour éviter que l'économie s'effondre totalement. Et ça, on verra que ça a impacté un certain nombre d'acteurs économiques. On a une réserve fédérale qui avait commencé à remonter ses taux et qui repart à la baisse. Il y a notamment des raisonnements politiques derrière, avec Donald Trump qui espère prolonger la croissance. Donc pression sur la réserve fédérale pour pour baisser les taux, pardon. Et la Banque centrale européenne, elle, avait aussi amorcé un retrait progressif du quantitative easing. Et puis en septembre, elle a annoncé qu'elle allait reprendre les achats de dettes sur les marchés pour soutenir une économie dont elle sent que le dynamisme est un peu flageolant. Il y a eu des critiques très violentes de Mario Draghi, le patron à l'époque de la Banque centrale européenne, et ça fait partie des dossiers qui sont très chauds sur le bureau de Christine Lagarde, qui vient de prendre les manettes de la Banque centrale européenne. Donc nous sommes en pleine actualité. Beaucoup de questions donc, qui se posent sur le bilan de ces politiques monétaires inédites et leurs effets. Sur les effets négatifs qu'elles ont pu avoir, notamment sur les banques, et puis sur est-ce qu'on retrouvera un jour un niveau d'inflation tel qu'on l'a connu par le passé. Et puis autre question, est-ce que les banques centrales finalement n'ont pas été des pompiers pyromanes? Non, est-ce qu'elles ne sont pas en train de créer les conditions de la prochaine crise? Alors pour en parler, nous avons 4 experts du sujet que je vais vous présenter au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'on va avoir un peu un échange ici sur ces questions, des prises de parole, et puis ensuite on passera à vos questions. Vous savez que vous pouvez nous envoyer vos questions sur une tablette à un numéro qui va s'afficher à un moment ou un autre sur les écrans. Voilà, donc n'hésitez pas, je me ferai votre porte-parole, et puis à la fin, on aura une remise de prix par Olivier Garnier de la Banque de France. C'est le concours étudiant du blog de la Banque de France. Vous nous en direz plus. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Peter Pratt. Peter Pratt, vous êtes un ancien membre du directoire de la Banque centrale européenne. À ce titre, vous avez été au cœur du réacteur de l'élaboration de la politique monétaire européenne. J'aimerais vous entendre sur à la fois un peu le bilan et les défis des banques centrales, notamment avec ce recours à ces fameuses politiques non conventionnelles, et voilà, avec cette actualité de l'arrivée de Christine Lagarde aux manettes de la Banque centrale européenne. Voilà, vous avez entre 5 et 7 minutes maximum. Merci. 5 à 7 minutes. Donc. Bonjour. C'est vrai, j'ai passé 8 ans à Francfort et fait plus de 70 présentations de propositions de politique monétaire. Et je ne dresserai pas un bilan aussi quand même pessimiste que Marie a présenté, parce que c'est toujours la même question. Si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, la situation serait catastrophique. Donc il faut essayer de voir, si on n'avait rien fait, quelle serait la situation aujourd'hui. Maintenant, en 5 minutes, la première chose, c'est qu'il y a un contexte international qui est le suivant. Il y a un ralentissement de la croissance économique depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Donc la croissance économique tendancielle a diminué fortement. Deuxièmement, il y a peu de pression à la hausse sur les prix. Ça peut avoir comme raison la concurrence internationale, quelle que soit la raison. Mais les deux facteurs ensemble, donc moins de croissance réelle à long terme, moins de pression sur les prix, fait que le taux d'intérêt normal, en général sur la planète Terre, le taux d'intérêt normal n'est pas ce qu'il avait été
dans des années précédentes, dans les décennies précédentes, il est beaucoup plus bas. Ça, c'est le premier élément. Et ça, c'est partagé un peu partout. Deuxième élément, c'est qu'on a eu un certain nombre de chocs majeurs ces dernières années, depuis 10 ans. Le premier choc, c'est la grande crise financière. Le deuxième choc, c'est la crise de l'euro. Le troisième choc, c'est le choc lié au rééquilibrage de l'économie chinoise. Donc, c'est le choc illustré par la crise boursière de Shanghai de l'été 2015. Et le quatrième choc, dont je parlerai plus tard peut-être dans la discussion, qui est quelque chose de plus préoccupant, une chose plus préoccupante, je l'appellerai le choc de déglobalisation, le choc protectionniste qu'on connaît, le choc américain de désengagement des États-Unis, d'un changement un peu de la politique que les États-Unis avaient suivi depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et donc, on a eu ce contexte mondial de baisse de croissance, baisse de l'inflation en général, conséquence, taux d'intérêt bas, taux d'intérêt nominaux bas. On a une série de chocs. Comment est-ce que les banques centrales réagissent? Les banques centrales sont très puissantes pour réagir à un choc financier. Donc, elles créent de la liquidité, elles fournissent des liquidités aux banques pour éviter que les banques vendent à perte leurs actifs en panique. Donc, c'est la fourniture de liquidités. La deuxième chose que les banques centrales font, c'est baisser le taux d'intérêt. Quand on baisse les taux d'intérêt, on pousse les gens à dépenser plus et à prendre plus de risques. Parce que si les taux d'intérêt sont très bas, les gens disent l'épargne ne rapporte plus rien. Qu'est-ce que vous faites avec votre épargne? Soit vous dépensez, ou soit vous prenez plus de risques. Vous allez en bourse, vous achetez des maisons, des choses comme ça. Et donc, la politique de taux d'intérêt, classiquement, ça a toujours été comme ça. Quand l'économie va mal, vous baissez les taux, vous stimulez la demande, parce que les gens disent autant consommer aujourd'hui que demain, parce que les taux sont bas, ça ne sert à rien d'épargner. Et ceux qui veulent épargner pour l'avenir, ils prennent plus de risques que ce qui soutient la bourse, qui soutient l'investissement en général. Ça, c'est le raisonnement, on peut dire, un peu simpliste, mais c'est le raisonnement de base. Mais alors, ça, c'est la question, c'est que vous partez d'une situation de départ où les taux d'intérêt sont très bas, en nominal, pour les raisons structurelles que j'ai données, et puis il y a des chocs majeurs qui se produisent. Et donc la Banque centrale dit « Ah, je vais baisser mes taux d'intérêt ». Et puis quand vous arrivez à zéro, qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que les banques centrales ferment boutique? Je dis, tous mes collègues, on a signé un contrat très simple à la Banque centrale. La Banque centrale doit soutenir l'économie de façon à ce que l'inflation atteigne un niveau de plus ou moins proche de 2% à moyen terme. Vous connaissez un petit peu l'objectif. Mais quand les taux sont à zéro, qu'est-ce que vous faites? Et donc on s'est trouvé dans cette situation de dire il faut absolument soutenir l'économie, dans une situation où les finances publiques, je crois que Laurence, tu en parleras, mais dans une situation où les finances publiques étaient déjà très fortement stressées, les dettes publiques étaient très élevées, et donc qu'allait faire la Banque centrale? Alors on a dû innover, on a essayé les taux négatifs. Parce que quand les taux sont négatifs, vous accentuez la pression sur les épargnants pour dire ça ne sert à rien d'épargner, je vais dépenser l'argent, parce que les taux, ça me coûte, ou bien vous poussez à la prise de risque. C'est évidemment très délicat parce que vous pouvez dire les gens, vous les poussez à désépargner et consommer ou à prendre de risques. Et vous allez trop loin, comment vous calibrez tout ça? Donc on a essayé avec les taux négatifs et ça, je dois dire, ça a très très bien marché. La question qu'on discutera plus tard, c'est est-ce que c'est une situation qui est durable dans le temps? Je crois que ça c'est la grande question. Je crois que la question d'avoir les taux négatifs, je ne le regrette pas une seconde, je crois que ça a été extrêmement efficace pour soutenir l'économie. Mais la question, c'est est-ce que c'est une situation qui peut durer dans le temps pour plusieurs années? Ça, c'est une question pour la discussion. Mais quand vous faites ça pour les taux négatifs, qu'est-ce que vous faites d'autre? Dans les autres choses, on a fait les achats d'actifs. Une banque centrale a un pouvoir énorme, c'est de pouvoir créer de la monnaie de banque centrale. Et donc, ce qu'on fait à la Banque centrale, on a créé plus de 2000 milliards d'euros de création monétaire de banque centrale. Vous faites ça par électronique. Et donc, avec la création monétaire de la Banque centrale, vous achetez des titres sur le marché, principalement des titres obligataires sur le marché, des titres de la dette publique. Donc supposez que vous ayez une obligation d'État dans votre portefeuille, un titre de la dette publique comme épargne. Moi, Banque centrale, je vais vous acheter ce titre et je vais donner du cash que j'aurai créé, de l'argent que j'ai créé. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Soit vous le dépensez, et donc ça soutient l'économie, ou soit vous l'épargnez. Et là, vous dites, oui, mais l'épargne, ça ne rapporte pas parce que vous avez mis les taux négatifs. Et donc, vous achetez des actions, vous achetez des maisons et des choses comme ça. Et donc, ça va soutenir la prise de risque et ça va soutenir la dépense. Et je vous assure, ça a très, très bien fonctionné. Le gros problème que vous avez eu, c'est qu'il y a eu une succession de chocs. Il y a eu le choc de la zone euro, c'est qu'on a eu quand même une crise bancaire majeure dans toute cette période. Et je ne vais pas reprendre, parce que ce serait trop long, toute la crise bancaire qu'on a eue.
Et donc, dans cette politique qui a été la réaction au premier choc de la crise financière mondiale, on a eu la crise de la zone euro. Pourquoi est-ce qu'on a eu la crise de la zone euro ? Pas parce que l'euro n'est pas bien, mais parce que la zone euro n'a pas créé les institutions qu'il fallait pour une véritable union monétaire solide. On n'avait pas de supervision bancaire, on n'avait pas de mécanisme de résolution des grandes banques en difficulté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc on a essayé de mettre en place ces mécanismes avec la création du superviseur intégré européen, avec des mécanismes de soutien de dette souveraine en cas de problème, donc le SSM pour ceux qui voient un peu les acronymes. Mais donc on est venu avec toute une série d'institutions autour de 2011-2012, et puis on a eu ce nouveau choc mondial qui était en fait le rééquilibrage de l'économie chinoise, qui a eu pas mal d'impact, et donc on a eu une nouvelle vague de politique monétaire qui a réagi à tout ça. On avait des résultats franchement qui étaient très bons, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait, pendant que j'étais là encore, commencé la politique de normalisation, donc d'arrêter les achats de titres et de guider les marchés dans une direction de normalisation. Et puis on a eu ce nouveau choc de l'économie mondiale, qui est le choc que j'appelle un peu de déglobalisation à la Trump, de Brexit, qui crée une énorme incertitude au niveau du monde de l'entreprise. Et là, franchement, pour la politique monétaire, ce n'est pas évident que la politique monétaire peut faire grand-chose pour ce type de choc. Parce que si les entreprises décident de ne pas investir parce qu'elles ne savent pas dans quel monde, dans quel jeu elles vont jouer dans l'avenir, quel sera le niveau de protectionnisme, ce n'est pas en baissant les taux d'intérêt encore plus ou en achetant plus de titres que vous allez faire grand-chose. Ce n'est pas pour ça que les dernières décisions ne sont pas bonnes. Elles visent à maintenir des conditions financières très accommodantes, comme on dit, pour soutenir, comme je dis, l'économie en général et la prise de risque. Mais il est clair qu'avec les risques que vous avez, les nouveaux chocs que vous avez, il faut d'autres politiques. Laurence va en parler. Comment tu t'appelles encore Anne-Laure, tu en parleras pour les aspects plus dangereux. Est-ce qu'on prend trop de risques dans l'économie ? Ça, ce sont des sujets tout à fait réels dont il faut parler. Mais je dirais que le bilan est dans des circonstances extrêmement difficiles. Je crois que les banques centrales ont pu innover la BCE. La BCE a toujours pu décider, ce qui est quand même exceptionnel pour une institution fédérale, décider souvent à des majorités écrasantes et d'avoir une politique non ambiguë. Et je pense que le résultat était bon en général, mais la question du nouveau choc qu'on a actuellement me préoccupe énormément. C'est un choc totalement différent d'un choc financier ou d'un choc comme on a eu dans la zone euro. C'est un choc beaucoup plus fondamental qu'on a. Maintenant, vous allez peut-être me dire que la politique de Trump sera beaucoup plus sage dans l'avenir et que les choses vont se calmer. Bon, là, ça sera pour la discussion. Merci beaucoup pour justement toutes ces pistes de discussion. Les uns et les autres, est-ce que vous voulez donner votre analyse du bilan, réagir à ce qu'a dit Peter Pratt ? Quand même, si on vous entend, on a l'impression que le fait que l'inflation, là, mollisse à nouveau, c'est un choc, c'est lié à un choc spécifique, mais que sur le fond, vos actions de Banque centrale étaient efficaces. Alors, j'aimerais entendre peut-être nos trois autres intervenants rapidement sur ces questions. Je pense que la chose très... il y a deux choses... Peter dit toujours des choses très importantes. Laurence Boone, donc chef économiste à l'OCDE. Merci Marie. Donc Peter dit toujours des choses évidemment très importantes et en plus très fondées, mais je pense qu'il y a deux choses qui sont particulièrement frappantes. La première, c'est quand même se rappeler, parce que là on est 10 ans plus tard, mais se rappeler que la crise de 2008, 2009, puis la crise souveraine, donc des dettes de la zone euro, était absolument spectaculaire, et ce dont on a eu très 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 peur, c'est de sombrer dans la dépression, comme dans les années 30. Donc ça veut dire... il y a une taux de contraction de la croissance mondiale qui était quand même de l'ordre de 5%, ce qui était colossal, et c'était synchronisé. Donc d'où la nécessité de faire des choses aussi extraordinaires. Ça, c'est la première chose, et finalement, ça a assez bien marché, puisque comme Peter l'a pas dit, je vais le dire à sa place, mais la politique monétaire a été largement toute seule pour sortir l'Europe de la dépression ou récession, et elle a quand même réussi à faire qu'on retrouve 11 millions d'emplois et qu'on ait un taux d'emploi dans la zone euro qui est aujourd'hui plus élevé même qu'avant la crise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très importante, mais je serai très rapide puisqu'on en parlera sûrement plus tard, c'est la nature du choc. Et en fait, ce qui est très spécifique, et comme l'explique en partie Peter et là-dessus, c'est la politique monétaire, elle répond à des chocs brutaux et soudains,
qu'on peut corriger avec une baisse des taux d'intérêt pour redonner un peu d'appétit pour le risque et pour la consommation ou pour l'investissement dans des entreprises productives. Mais la politique monétaire, elle ne sait pas répondre à un choc qui est un choc d'incertitude créé par des tensions commerciales qui s'inscrivent dans une durée de 18 mois, 2 ans maintenant pratiquement, beaucoup plus longue. Elle ne sait pas répondre à un choc qui est que la croissance de la Chine est en train de changer, que la Chine nous importe beaucoup moins, nous achète, nous, Européens, beaucoup moins de produits que ce qu'elle faisait avant. Donc on a moins de débouchés pour nos entreprises. Et elle ne sait pas répondre à un choc qui est en fait de nature structurelle, puisque Peter y faisait allusion très brièvement. Mais si on rentre dans une période de démondialisation, si on est dans une période, et on y est, où les échanges commerciaux ne seront plus jamais les mêmes que ce qu'ils ont été avant 2017, la politique monétaire, il ne peut pas grand-chose. Et le danger qu'on a dans la zone euro, mais je vais m'arrêter très vite parce qu'après ça c'est la 4e question de Marie, mais le danger qu'on a dans la zone euro justement c'est que pour l'instant il y a pratiquement que la politique monétaire qui réagit. Elle réagit parce que, comme Peter expliquait, la Banque centrale a un mandat, il a signé un bout de papier sur lequel il s'engageait à tout faire pour ramener l'inflation à 2, mais la vérité c'est qu'ils ne peuvent pas tout seuls. Et même que ce n'est pas cette nature de choc que la politique monétaire est censée adresser. Et c'est ça le défi dont on parle tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors une autre peut-être analyse rapide pour qu'on puisse avancer dans les sujets de Anne-Laure Delatte, donc responsable de l'équipe macro et finance internationale au CEPI, qui est un centre de recherche spécialisé sur l'économie internationale. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc pour être synthétique, je vais peut-être enfoncer un clou sur ce que vient de dire Laurence, en le disant autrement, la nature a horreur du vide. Et en réalité, et l'économie encore pire. Et en fait, ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, c'est qu'on a mis énormément de poids sur la politique monétaire, en particulier en zone euro, à cause des failles institutionnelles de la zone euro. Et on a fait supporter tout le poids de différents objectifs en plus, et ça c'est le deuxième point, c'est que non seulement on a mis, on n'avait finalement qu'une institution qui était capable de répondre au niveau fédéral, c'était la Banque centrale, mais en plus on lui a fait porter le poids sur des objectifs qui n'étaient pas les siens au départ. La Banque centrale européenne, elle a un mandat simple, c'est l'inflation. C'est la stabilité des prix. Or, quand Draghi réagit, Super Mario, le gouverneur de la Banque centrale européenne, réagit en juillet 2012 avec son « whatever it takes », et qu'il arrête les tensions sur les marchés, c'est vraiment du jour au lendemain, en réalité, il ne stabilise pas l'inflation. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème d'inflation. Ce qu'il fait, c'est qu'il stabilise les tensions sur les fragilités bancaires. Donc, pour le dire de façon synthétique, la nature a horreur du vide, donc on a mis beaucoup de choses sur les banques centrales, parce qu'il y avait une faille institutionnelle, on n'avait pas d'autres types de politiques, et en particulier pas de politique budgétaire, comme vient de le dire Laurence. Et deuxièmement, on a demandé à la Banque centrale européenne de résoudre des problèmes sur le système bancaire, ce qui n'a rien à voir avec sa mission de départ. Donc en fait, on a inséré, sans le dire de façon implicite, une mission de stabilité financière. Et donc, ça a vraiment énormément complexifié les choses. Alors, ce qui a été fait, je crois qu'on ne peut pas le critiquer, dans le sens où, ce que vient de dire Laurence, on a sauvé la zone euro, mais ça a apporté des fragilités, effectivement. En tout cas, ça rend le contexte très compliqué. Une réaction très courte pour qu'on avance ensuite. Oui, super courte. Je ne voudrais pas qu'on déduise de notre discours que l'euro est un problème, puisque c'est la seule institution fédérale, c'est la BCE qui est venue là parce qu'on n'a pas de politique budgétaire européenne. Il faut quand même garder à l'esprit que si les pays de la zone euro avaient été seuls dans la crise financière, donc pas dans l'euro, pas avec une monnaie commune, pas avec l'assise qu'offre en fait le fait d'être 300 millions de personnes
dans un monde où on est face aux États-Unis ou à la Chine ou à des marchés financiers, ça aurait été dramatique pour chacun des pays individuels. Donc c'est une force d'être dans l'euro à ce moment-là parce que justement, on avait toute la capacité, tout le poids d'une banque centrale qui représente 300 millions de personnes. Alors que vous imaginez, quand on représente 50 millions de personnes ou quand on est la Grèce, on pèse vraiment pas grand-chose tout seul. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'avancer un peu. On a parlé de stabilité financière, de macro. Je vous propose d'aller maintenant vers plus de micro et de regarder les choses du point de vue du particulier, d'un ménage, d'un consommateur. Olivier Garnier, quel est l'impact des taux négatifs quand on est un particulier? Alors, quand on est un particulier, on peut être un épargnant, un acheteur immobilier, on peut simplement avoir un compte courant. Comment ça se passe, ces taux négatifs, en quoi ça nous concerne, nous? Voilà, Olivier Garnier de la Banque de France. Je vous laisse toujours la même mission en 5 à 7 minutes. Merci. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, on parle de plus en plus des taux d'intérêt négatifs et on voit de plus en plus de gens, ou quand on lit la presse, qui commencent à se plaindre ou à dire c'est vraiment une anomalie, ces taux d'intérêt négatifs. Et donc, quel est l'impact sur les particuliers, c'est-à-dire sur vous et sur moi? Alors, pour répondre à cette question, je ferai brièvement deux remarques. La première, c'est d'abord de quoi parle-t-on quand on parle taux d'intérêt? Parce que là, quand on dit les taux d'intérêt négatifs, ce sont les taux d'intérêt nominaux. Or, vous avez, ceux qui ont fait de l'économie ont tous appris qu'il fallait distinguer les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation. Et ce qui est inédit aujourd'hui, c'est le fait que les taux d'intérêt nominaux soient négatifs. Mais en revanche, des taux d'intérêt réels négatifs, on a déjà connu cela. Donc je reviendrai là-dessus. Et la deuxième remarque aussi, c'est que du point de vue des ménages, du point de vue des particuliers, il n'y a pas seulement la politique monétaire, elle importe non pas seulement via les taux d'intérêt, mais elle importe aussi parce que la politique monétaire, elle agit sur l'inflation, elle agit sur l'activité, elle agit sur l'emploi. Peter évoquait aussi sur les prix de l'immobilier. Et donc, il y a tout ça aussi qui peut impacter aussi bien les épargnants et les emprunteurs. Alors, tout d'abord, sur la question, je reviens sur cette question des taux d'intérêt. C'est vrai que la nouveauté, on l'a vu depuis cet été, par exemple, si vous regardez le taux auquel l'État français emprunte aujourd'hui, à 10 ans, il emprunte à taux négatif. C'est-à-dire que là, c'est vraiment particulier, c'est-à-dire on me paye pour emprunter, donc c'est moins 0,10% à peu près sur l'OAT 10 ans, et c'est même, si vous allez sur du 5 ans, quand l'État emprunte à 5 ans, et le taux d'intérêt est même de moins 0,50%, donc l'État reçoit dans ce cas-là un versement de la part de son créancier. Alors, si on regarde maintenant du point de vue des taux d'intérêt réels, le taux d'intérêt réel, si vous vous dites aujourd'hui l'inflation en France, elle est, alors le dernier chiffre en septembre, elle était à 0,9%. Là, on prévoit, nous, à la Banque de France, pour l'année, 1,3%. Donc, vous voyez, ça veut dire que le taux à 10 ans, en termes réels, il est négatif aujourd'hui aux alentours de moins 1%. Alors, c'est vrai que à partir de la deuxième moitié des années 80, on a connu des taux d'intérêt réels très élevés. Mais si vous remontez aux années 70, on a connu dans les années 70 un moment où il y avait des taux d'inflation très élevés. Certes, les taux nominaux, l'État empruntait à cette époque-là plutôt à 8 ou 9%. Alors on pourrait dire, tiens, les taux étaient beaucoup plus élevés. Mais à l'époque, l'inflation est montée au-dessus de 10%. Et on a donc eu des taux d'intérêt réels qui étaient encore plus faibles à ce moment-là. Alors si on regarde maintenant, si je reviens aux ménages que nous sommes, d'abord, du point de vue de l'emprunteur, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Aujourd'hui, comme certains, ceux qui ont peut-être essayé de souscrire un emprunt immobilier, aujourd'hui, les emprunts à long terme en France, c'est entre 1 et 1,5%. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'inflation, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a un taux d'intérêt réel qui est zéro. Donc pour l'emprunteur, c'est plutôt une position très confortable. Si je compare à ce qui se passait durant la décennie, la période 2000-2010, là, les taux d'intérêt sur les emprunts immobiliers étaient plutôt aux alentours de 4 à 5%, alors que l'inflation n'a pas dépassé 2%. Vous voyez ce qui voulait dire des taux d'intérêt réels plutôt aux alentours de 2 à 3%. Donc là, il y a une vraie baisse des taux d'intérêt réels, donc qui soutient le secteur immobilier, qui incite les ménages, comme le disait Peter, à emprunter éventuellement pour faire des acquisitions immobilières. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs là je parle des particuliers, ça serait vrai aussi pour les entreprises. Alors, il y a la question du côté des épargnants.
Du côté des épargnants, souvent la référence, ce que tout le monde regarde, c'est le taux du livret A, le fameux taux du livret A qui est aujourd'hui à 0,75%. Donc le taux du livret A, à nouveau, si je compare à l'inflation, ça veut dire que le taux réel, aujourd'hui, la rémunération réelle sur le livret A, elle est négative, elle est légèrement négative. Alors là encore, il faut regarder aussi ce qu'il y avait dans le passé. On a connu, à partir du milieu des années 80, une rémunération qui est progressivement devenue, une rémunération réelle qui était devenue progressivement positive sur le livret A. Mais auparavant, elle était beaucoup plus négative qu'elle ne l'était aujourd'hui. Là, j'ai retrouvé les chiffres, si je vous donne les chiffres, en 1982, le taux du livret A était à 8,5%. Alors vous pouvez dire, tiens, ça payait beaucoup, là, 8,5%. Mais l'inflation, à l'époque, était à 12%. Donc vous voyez que vous aviez un taux d'intérêt réel qui était à moins 3%, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt maximum à moins 0,4, moins 0,3. Donc il faut bien toujours, les taux d'intérêt réels, ce n'est pas quelque chose qui est atypique. Et comme l'a dit Peter, la politique monétaire, qu'on soit d'ailleurs en taux négatif ou pas, ça fonctionne comme ça. Quand on veut resserrer, quand on veut que l'économie refroidisse un peu, on monte les taux d'intérêt et donc on veut décourager le crédit. On veut inciter plutôt les gens à épargner plutôt qu'à consommer. Quand on veut relancer l'économie, on fait l'inverse, on baisse les taux d'intérêt, que les taux d'intérêt soient positifs ou négatifs, pour inciter les gens à consommer, pour inciter les gens à emprunter. Donc on est dans ce fonctionnement-là. Donc ça, c'est la première remarque importante sur les taux d'intérêt. Deuxième remarque, et je terminerai par là, maintenant aussi sur, il ne faut pas regarder, quand on parle de l'impact sur les ménages, qu'ils soient emprunteurs ou qu'ils soient épargnants, et souvent d'ailleurs ils sont un peu tout à la fois, il ne faut pas seulement regarder les taux d'intérêt, parce que la politique monétaire, in fine, elle a un impact notamment sur l'activité. Alors, les équipes de Peter à la Banque Centrale Européenne, par exemple, faisaient des tas de calculs compliqués pour essayer d'estimer l'impact de toutes les mesures qui ont été prises, notamment au cours des 5 dernières années, là, depuis 2014, sur la croissance dans la zone euro. Et donc aujourd'hui, on estime que l'impact sur le PIB, l'impact cumulé sur le PIB de la zone euro, sur cette période-là, 2014-2018, il a été à peu près l'équivalent de 2,5 points de PIB. Alors ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais si je transforme ça en emploi, vous voyez que sur la période 2014-2018, il y a à peu près dans la zone euro, dans l'ensemble de la zone euro, en net, il y a eu 11 millions d'emplois créés. Et donc là, si je fais une règle de 3, puisque les 2,5 points dont je parlais, c'est à peu près le quart de la croissance qu'il y a eu au cours de cette période-là, ça veut dire que la politique monétaire, elle a contribué finalement à la création nette d'emplois en zone euro de l'ordre de plus de 2,5 millions d'emplois. Donc vous voyez que là, il y a un soutien direct, même si ce n'est pas seulement les taux d'intérêt, ce n'est pas seulement les emprunteurs qui bénéficient, mais c'est aussi les chômeurs ou les gens qui étaient à la recherche d'un emploi. Autre exemple aussi, parce qu'on peut se dire celui qui a un livret A, effectivement, il a une rémunération réelle négative. En revanche, il y a pas mal de gens qui détiennent leur logement, qui sont propriétaires de leur logement, et y compris dans cette ville de Lyon, je pense que les prix immobiliers ont augmenté. Là, je regardais aussi l'évolution depuis 2015. Quand je prends l'indice INSEE des prix des logements en France, il a augmenté depuis 2015 de 10% dans l'ensemble de la France. Donc ce n'est pas seulement Paris, c'est l'ensemble de la France. Bon, ça aussi, c'est une conséquence de la politique monétaire. Donc tout ça pour dire oui, que quand on fait le bilan, il ne faut pas seulement dire bon, les épargnants, par exemple, sont perdants parce qu'ils ont une rémunération négative. Les épargnants, ils détiennent aussi de l'immobilier, ils détiennent éventuellement des actions. Et on le voit d'ailleurs sur la période récente, le prix des actions a aussi augmenté. Donc il faut prendre en compte tout ça. Merci beaucoup Olivier Garnier. Alors peut-être Peter Pratt pour vous faire rebondir sur ce qu'Olivier Garnier a dit et en ajoutant, il y a eu ce bilan en termes d'emplois, de richesses créées, d'emplois sauvés. Est-ce que malgré tout l'action de la BCE n'aurait pas été plus efficace si l'injection de liquidités avait été ciblée, par exemple? Alors on parle d'investissement dans la transition énergétique, voilà, pour prolonger peut-être ce bilan. Mais, pardon, on me demande dans la salle de préciser en quelques mots ce qu'est la politique monétaire. Ce qu'est la politique monétaire. Ce que ça recouvre en quelques mots. C'est vrai qu'on aurait pu... Qui a posé la question dans la salle?
Non, quand je suis venu ici, je disais le plus difficile, c'est vraiment très difficile de communiquer sur la politique monétaire. Moi, quand j'ai dû choisir mes études, je me suis dit je vais faire l'économie, mais je me dis la politique monétaire, c'est très difficile à comprendre. Et donc nous sommes dans une économie avec une division du travail extrêmement poussée. Hein. N'importe quel objet que vous voyez ici a fait l'objet d'énormes transactions. Donc on utilise de la monnaie comme unité d'échange. Et comme vous faites beaucoup de transactions dans le temps, vous achetez quelque chose qui va être donné beaucoup plus tard, il est très important que l'étalon de référence, donc la monnaie, soit quelque chose d'assez stable. Parce que je dis, je paye quelque chose, mais je vais être fourni beaucoup plus tard. Et donc vous voulez qu'il y ait une stabilité dans la monnaie. Alors tout ce pouvoir de création monétaire, de savoir quelle est la masse monétaire que vous créez dans un système, de façon à ce que vous pouvez mettre de l'huile dans les échanges, de façon à ce que les échanges puissent se faire sans trop de friction, la Banque centrale a ce rôle. Et le taux d'intérêt et le prix, c'est le prix, time is money, c'est le prix que la Banque centrale fixe. Et la Banque centrale peut quelque part jouer sur le taux pour, comme Olivier le disait, pour pousser un peu plus les dépenses aujourd'hui ou un peu plus les dépenses demain, en fonction des frictions que vous avez dans l'économie. Donc la politique monétaire, elle joue sur les taux principalement, le prix de l'argent, si je peux dire, time is money, le prix de l'argent. Et quand l'économie va mal, vous baissez le prix de l'argent et l'inverse. Et donc la politique monétaire gère ça. Quels sont les outils? Principalement le taux d'intérêt, parce que vous avez un pouvoir de monopole sur la création monétaire de banques centrales, les billets de banque, quand vous avez ce monopole. Donc vous pouvez influencer le prix de l'argent à très court terme, c'est ce que fait la Banque centrale. Le gros problème, comme j'ai expliqué, c'est que quand le taux d'intérêt est à zéro, qu'est-ce que vous faites? Et alors la Banque centrale invente, elle met les taux négatifs pour dire si moi je veux stimuler l'économie alors que les taux sont à zéro, je vais à moins zéro. Et donc les gens disent mais ça ne sert à rien mon épargne, parce que toi tu expliques que ça a été pire dans le passé, mais l'objectif c'est de dire non, l'épargne doit être pénalisée. C'est ça qui est terrible dans l'histoire, c'est de dire vous devez pousser soit les gens à dépenser plus, parce que c'est ça le problème que vous avez, ou soit à prendre plus de risques. Et un autre va dire mais ça c'est très bien, mais si vous ne calibrez pas votre politique correctement, vous risquez d'avoir d'autres problèmes. Donc nous avons présenté évidemment le bon côté des choses, je crois que c'est vrai, mais je dis toujours, l'histoire jugera, et c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses correctement, mais dans la durée, c'est comme ça que vous allez voir si ces politiques ont été efficaces. Mais de nouveau, pour reprendre la question, donc la Banque centrale, elle gère, elle peut créer, c'est inimaginable. Quand moi j'étais étudiant, je me dis, comment est-ce qu'on peut donner un pouvoir tellement exorbitant à une institution publique qui est la création monétaire? Vous imaginez, moi je suis là, on va décider au Conseil des gouverneurs de créer 2000 milliards et des d'euros. C'est comme, imaginez une planche à billets, vous les créez. Et avec cet argent, moi je vous achète quelque chose, je vous achète un titre. Vous me le vendez, je vous donne du cash. Et avec ce cash, soit vous le placez, ça ne vous rapporte rien, donc vous le dépensez, ou vous prenez du risque. Si vous achetez des actions, les prix des actions vont monter, et les entreprises peuvent émettre des actions moins chères, puisque les prix est plus élevé, et acheter des machines avec. Ça, c'est le mécanisme. Maintenant, c'est hyper difficile à calibrer. Comment vous faites? On n'avait aucune idée quand on a lancé ces programmes. Est-ce qu'on va vers 1000 milliards, 500 milliards? Donc tout ça, on a eu des modèles assez sophistiqués. Et empiriquement, on a essayé de voir si ça marchait ou pas. En gros, ça a marché. Mais de nouveau, il faut voir l'ensemble du bilan économique. Anne-Laure reviendra là-dessus aussi. Et donc ça, on ne pourra juger que plus tard. Mais je dirais que le bilan, jusqu'à présent, est plutôt, comme Olivier le disait, très favorable. Et surtout, en l'absence d'autres politiques, je pense qu'on aurait eu chose Laurence le disait, on aurait eu la catastrophe. Est-ce que c'était optimal en termes de politique économique? Probablement non, comme le dira Laurence aussi. Alors bon, on continuera la discussion. Mais quelle est la politique monétaire? La question est hyper importante. C'est pour ça que les mandats des banques centrales sont tellement stricts. Le mandat, c'est de dire, vous regardez le niveau général des prix, vous gérez la monnaie, vous ne pouvez pas créer trop de monnaie, parce que si vous en créez trop, à un moment donné, vous créez de l'inflation. Et si vous n'en créez pas assez, le système économique ne fonctionne pas, vous créez plutôt de la déflation, comme le disait Olivier. Et c'est très difficile, mais la Banque centrale a ce mandat, a beaucoup d'indépendance, on est nommé pour 8 ans, on est bien payé, et on a un mandat qui est assez décrit de façon assez étroite. Mais la question, évidemment, c'est il faut voir en pratique. Mais je pense que ça a plutôt bien fonctionné dans des circonstances très très difficiles. Merci beaucoup Peter Pratt. Je vous propose qu'on avance un peu pour toujours faire un peu ce bilan des politiques monétaires.
Anne-Laure Delatte, quels sont les risques ou les effets pervers qui sont liés à ces politiques monétaires, notamment en matière de stabilité financière? Alors, il y a une question de la salle qui demande est-ce qu'il y a une limite à la planche à billets, qu'elle soit aux États-Unis ou en Europe? Et quelle réponse on peut apporter, soit en amont, soit en aval, par rapport à ces risques ou à ces effets pervers? Et puis, est-ce qu'il y a des bulles qui sont en train d'apparaître sur les marchés? Et si oui, lesquelles? Et est-ce que les banques centrales auraient les moyens de réagir face à l'explosion d'une bulle? Merci. Bon, alors, comme vient de le dire Peter, l'histoire jugera. Donc, pour commencer, je crois qu'on n'avait pas le choix. Donc, l'analyse des risques financiers, elle est importante, mais elle ne signifie pas, ce n'est pas une critique sur ce qui a été fait avant. Et effectivement, on a sauvé la zone euro et on est sorti d'un risque, de récession et ensuite de déflation. Donc voilà, c'est en propos introductif. Maintenant, il faut effectivement essayer de comprendre quelles ont été les conséquences en termes de risque de ces politiques. Alors, les taux faibles, les taux d'intérêt faibles, on l'a bien expliqué, ça vise à redynamiser les investissements, à dynamiser l'activité, mais ça peut avoir une conséquence négative. Dans le même temps, ça peut favoriser la création de bulles spéculatives. Pourquoi ? Parce que, en fait, étant donné que la dette n'est pas chère, on vient d'expliquer ce qu'était un taux d'intérêt réel, mais bon, tout simplement, vous voyez bien que acheter un appartement aujourd'hui, c'est très cher parce que le coût de l'appartement est cher. En revanche, vous pouvez emprunter et vous endetter à un taux extrêmement bas. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, avec le même salaire, je peux emprunter plus. J'ai la possibilité d'emprunter un montant plus important. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir du coup acheter quelque chose de plus cher. Et donc, ça, c'est bien au niveau individuel, mais quand vous agrégez ceci, ça peut avoir un effet sur les prix de l'immobilier, et c'est ce qu'on observe non seulement en France, mais dans un grand nombre de grandes villes dans le monde. Ça, c'est le premier point, c'est qu'en fait, on a eu une augmentation du prix des actifs, et le premier actif, c'est l'immobilier, dans la plupart des grandes villes du monde. Ça, c'est pour les ménages. Le deuxième point, peut-être, pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est ennuyeux d'avoir des prix d'actifs immobiliers qui augmentent ? Bon, d'une part, parce que les bulles immobilières, ça existe. En fait, contrairement à ce qu'on dit en France, investissez dans la pierre, ça ne baisse jamais, ça n'est pas vrai. Même en France, les prix de l'immobilier baissent. Donc en réalité, vous pouvez vous retrouver propriétaire d'un appartement qui va finalement baisser un peu, donc c'est un effet de richesse. Et puis surtout, en fait, on peut avoir des prix... en fait, au-delà de ça, je crois qu'on est aussi en train de créer des inégalités importantes. C'est-à-dire que vous créez une possibilité pour un grand nombre de ménages de devenir acquéreurs, mais en même temps, il y a un grand nombre de ménages qui ne va pas l'être, qui ne sera jamais propriétaire. Et du coup, le patrimoine de ceux qui possèdent les propriétaires augmente, pendant que ceux qui ne possèdent pas, ne possèdent pas, ils sont à zéro. Donc, ça a probablement créé des inégalités. Ensuite, les bulles, ça n'est pas simplement pour les ménages, pour le prix de l'immobilier, mais ce qui est très inquiétant en ce moment, c'est qu'en réalité, comme la dette n'était pas élevée, les entreprises en ont profité. Et on aurait tous fait pareil, puisqu'on pouvait s'endetter pour pas cher. On peut toujours s'endetter pour pas cher. Qu'est-ce que ça... L'implication, c'est que dans les pays avancés comme dans les pays émergents, on se retrouve avec des bilans d'entreprises très gonflés, avec beaucoup de dettes. Or, une crise financière, c'est toujours une crise de la dette. Une crise financière, ça commence toujours de la même façon. Ce sont des agents qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Et la crise devient importante si elle devient systémique, dans le sens où le fait que moi, je ne puisse pas rembourser Marie ne puisse pas rembourser Olivier, il y a un effet en chaîne qui fait que ça devient une crise financière. Et bien, quand ça commence dans les entreprises, quand on a une accumulation de dettes dans les entreprises, c'est assez inquiétant. 2008, c'était les ménages, ce n'était pas les entreprises. Les entreprises, on est au cœur du système productif. Or, aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis,
vous avez l'émission obligataire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les entreprises américaines, elles empruntent moins aux banques que sur les marchés, d'accord, en émettant des titres. Eh bien, l'émission obligataire des entreprises risquées aux États-Unis est 2 fois plus importante en volume que les entreprises non risquées, saines. Ça veut dire, encore une fois, que l'argent n'est pas cher, et même une entreprise qui est jugée risquée, avec des investissements, des projets d'investissement qui n'ont pas une rentabilité très sûre, peuvent emprunter sur les marchés. Et on observe ça aux États-Unis, en France, en Europe et dans les pays émergents. Donc c'est de là que peuvent venir les risques. Alors, est-ce que je parle un peu de stabilité financière? J'ai le temps de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire et est-ce que la Banque centrale aurait les moyens de le faire? Alors, du coup, peut-être rapidement, 3 minutes. D'où peut venir la prochaine crise? Vous l'aurez compris, parce qu'on va avoir une crise. De toute façon, on va avoir une crise. Non, mais c'est pas du tout une surprise. Là, ce que je vous dis, on peut tous l'affirmer, puisqu'on est dans une économie qui a un cycle financier. Donc on est toujours soit en hausse, soit en baisse, et à un moment, on passe par des périodes de crise qui sont plus ou moins graves. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on aura l'équivalent de 29 ou de 2008 pour la prochaine, mais on va avoir, et on est déjà en ralentissement de toute façon. Donc voilà, on va avoir des problèmes de dette à un moment. Le tout, c'est que la Banque centrale et les autorités arrivent à réduire, à assouplir au maximum le risque et à stabiliser au maximum le moment, la chute, quoi. Et donc ça viendra de l'endettement des entreprises, comme je vous l'ai expliqué, ça viendra de l'endettement des entreprises à la fois aux États-Unis et dans les pays émergents, et d'une incertitude politique qui monte avec Trump et la politique commerciale et la guerre commerciale. Alors qu'est-ce que peut faire la Banque centrale? Pas tout. Alors en fait, elle ne peut pas tout. Et le principal message, je vais rentrer juste, je vais dire ce qu'elle peut faire, mais le principal message au final, c'est que, encore une fois, on ne peut pas tout faire reposer sur la politique monétaire. Et qu'on est aujourd'hui dans un système, un régime qui fait tout reposer, ou l'essentiel, sur la politique monétaire parce qu'on ne fait pas assez de politique budgétaire. Qu'est-ce que c'est la politique budgétaire? C'est simplement utiliser l'argent des impôts pour faire de la dépense publique. Or, on a besoin de faire de la dépense publique. La planète brûle, par exemple, on a besoin, il y a plein de choses à faire. On ne peut pas demander à la Banque centrale de prendre tout en compte. Alors, sur la stabilité financière, il y a des débats, en gros, l'idée, c'est, on peut se dire, soit on donne cette mission maintenant officiellement à la Banque centrale, et au lieu que les banques centrales se concentrent sur la stabilité des prix, seulement, on insère dans leur fonction objectif la stabilité financière, la stabilité du prix des actifs. D'accord ? Donc, on regarde le cycle, je vous disais, on est de toute façon toujours dans un cycle, et on essaye de voir à quelle hauteur on est du cycle, et on dit à la Banque centrale, en fonction de la hauteur du cycle, de où on est qu'on est très loin ou très bas dans le cycle, tu ajustes ton taux ou tu ajustes tes outils. C'est une solution. L'autre solution, c'est de donner cette mission à une autre autorité qui se coordonnerait avec la politique monétaire, un board de la stabilité, par exemple, comme on a en Europe, et où on essaye de se coordonner avec la politique monétaire pour essayer de gérer ce cycle financier. Le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas les mêmes cycles financiers. Et que si vous regardez le cycle financier de l'Allemagne, c'est le seul au monde plat. Mais c'est vraiment le seul au monde qui est aussi plat. Ensuite, vous avez la France qui est très régulière, et vous avez l'Espagne qui fait comme ça, la Grèce qui fait comme ça, et qui le fait de plus en plus. Et donc, on aura du mal à mettre une politique de stabilité financière en place, homogène en Europe, unique. Donc voilà les difficultés. Merci beaucoup. Alors, Olivier Garnier voulait réagir rapidement, et puis oui. Laurence Beaune aura la parole. Juste une petite remarque en réaction à ce qu'a dit Anne-Laure.
qui a évoqué la forte montée de l'endettement des entreprises en France pour souligner que c'est un phénomène au sein de la zone euro qu'on constate principalement en France. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas général dans tous les autres pays de la zone euro. C'est vrai que ce qui n'est peut-être pas suffisamment connu, c'est que c'est en France que la politique monétaire s'est le mieux transmise à l'économie. C'est-à-dire que vous regardez à la fois les taux des prêts aux ménages ou les taux des prêts aux entreprises, c'est aujourd'hui en France qui sont les plus bas. Ils sont même plus bas qu'en Allemagne. Et c'est aussi en France que la croissance du crédit aux entreprises, comme la croissance du crédit aux ménages, est la plus élevée. Et donc, en revanche, par exemple, dans des pays comme Italie ou Espagne, le crédit aux entreprises, il est encore en légère baisse ou en stagnation. Ce qui veut dire que là, les entreprises sont plutôt encore en phase de désendettement. Alors, par rapport à cela, et Anne-Laure disait justement, il y a des cycles financiers qui sont différents. C'est pour ça qu'on dispose d'un autre instrument qui est la politique macro-prudentielle et qui, en plus, qui là peut être manié au niveau national et non pas au niveau de la zone euro dans son ensemble. Donc en France, on a quelque chose qui s'appelle le Haut Conseil de la stabilité financière, qui est présidé par le ministre de l'économie et des finances et dont la Banque de France assure le secrétariat général. Et on a déjà pris dans le cadre de ce haut comité des mesures qui visent justement à rendre le système financier un peu plus résistant pour le jour, parce qu'on sait qu'un jour, ce cycle financier va se retourner. C'est-à-dire que ce qu'évoquait Anne-Laure, ça va se passer, on ne sait pas quand, ça se passera. Donc c'est pour ça que, par exemple, on a pris des mesures, alors son terme dans notre jargon, ça s'appelle le coussin contracyclique, qui vise à renforcer les exigences en capital sur les banques pour que le jour où il y aura un retournement du cycle de crédit, les banques soient plus robustes et ne coupent pas le crédit subitement. Parce que le risque, sinon, c'est quand tout va bien, on prête à tombeau ouvert, et puis quand tout va mal, on arrête complètement de prêter. Et donc c'est ça le rôle de la politique macro-prudentielle. Merci beaucoup Olivier Garnier. Alors ça fait une transition vers vous, Laurence Boone, donc chef économiste à l'OCDE. Finalement, est-ce qu'on a les outils de politique monétaire aujourd'hui nécessaires en cas de nouvelle crise ou de récession ? Est-ce que les politiques monétaires telles qu'on les connaît aujourd'hui ont atteint leurs limites ? Et alors j'introduis des questions. Là, plusieurs dans la salle se demandent si justement il y a des marges de manœuvre financières ou en termes de... Est-ce qu'on aurait de nouveaux outils éventuellement ? Voilà, jusqu'où on peut aller dans l'innovation monétaire ? Est-ce qu'il y a d'autres outils ? Merci. Marie, c'est bien, parce que comme tout le monde m'a préparé le terrain, a priori ça va aller. La première chose, je pense qu'il est important d'avoir en tête et auquel à la fois Peter et d'autres ont fait allusion, on pourrait presque dire qu'on est en crise aujourd'hui. Parce que ça fait 2 ans maintenant que le taux de croissance ralentit. On est à légèrement plus de 1% en France, ce qui n'est pas extraordinaire. Et on est en train de passer sous les 1% ou autour de 1% dans la zone euro. Et comme on est en fin de cycle, il n'y a pas encore de chômage et ça va à peu près bien, mais la vérité, c'est qu'on va s'installer, on risque de s'installer dans cette croissance molle parce que l'origine de ce ralentissement de la croissance, puisque normalement, en temps ordinaire, on devrait avoir plus de 2% de croissance à peu près dans la zone euro. Et le ralentissement de cette croissance, il n'est pas d'origine financière, il vient des tensions commerciales, ce qui fait qu'on n'échange plus. Il vient du ralentissement de la production industrielle. En fait, le secteur industriel ne se porte pas bien en Europe. Et ça va avoir un impact sur l'emploi au bout d'un moment. Donc on est déjà dans une situation où on devrait se poser la question de comment on évite d'aller en dessous des 1%. Parce que si on continue comme ça, effectivement, on va rentrer dans une période où le chômage augmentera. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et on l'a dit beaucoup de façon variée avant, les taux d'intérêt sont très bas. Et non seulement ils sont très bas, mais comme Peter le dit, on l'a fait pendant très longtemps. Et on a des risques sur les marchés financiers si on continue de baisser les taux. Donc évidemment, on se dit qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser la politique monétaire. Et dans ce cas-là, on regarde, et c'est ce qu'on fait à l'OCDE depuis à peu près 1 an, on regarde, on se dit donc de quels autres outils dispose-t-on et lesquels sont disponibles et sur lesquels on va pouvoir travailler.
L'outil évident quand on a un ralentissement, c'est, comme le disait Anne-Laure, la politique budgétaire. Mais pourquoi ? Parce que quand on a un ralentissement et que le taux de chômage commence à augmenter, qu'on a moins de moyens et qu'on consomme moins, en fait, l'État se substitue aux ménages qui consomment moins, ou si c'est une entreprise qui va moins bien et qui investit moins, l'État se substitue et investit à sa place. Là, le choc qu'on a, en fait, c'est que la demande qui est adressée par l'extérieur de la zone euro, donc par la Chine ou par d'autres pays, elle ralentit fortement. Donc on pourrait penser, effectivement, que ce serait bien que les États de la zone euro se disent eh bien, on va se substituer à ce choc de demande en attendant que les entreprises se réorganisent, en attendant qu'on fasse cette croissance un peu différemment. On ne l'a pas fait. On l'a fait un peu en France. On le fait beaucoup moins ailleurs. Et il faudrait certainement le faire un peu plus. Une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, c'est parce que dans le passé, et comme vous l'avez souvent entendu, les États ne dépensent pas forcément de façon intelligente. Par exemple, non, je ne vais pas donner d'exemple, mais on peut aussi dépenser de façon intelligente, et notamment quand on fait de l'investissement, et de l'investissement qui est utile et productif, parce que ça va élever la croissance non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Et ce qui tombe presque bien, c'est qu'on a quand même des gros défis. Le premier, c'est la transition énergétique, dont vous avez tous entendu parler. Et ça va nécessiter des investissements. C'est des éoliennes, c'est maintenir les centrales nucléaires ou pas. Mais c'est surtout ne pas investir dans du charbon, par exemple. Le deuxième, c'est la transition numérique. Pour faire les choses simples, si on veut construire une voiture autonome, il faut être capable de collecter des données, et en très grande quantité. Et donc pour ça, il faut des infrastructures numériques. Et ça, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai à peu près partout en Europe. Et puis en plus, si on veut faire vraiment la transition énergétique, donc si on va par exemple vivre avec l'énergie qui vient des éoliennes, comme le vent, il n'est pas en continu partout, il faut qu'on soit relié à plein de pays, plein de régions, avec un réseau de distribution optimal, que seules beaucoup de données nous permettent de construire. Et donc, la transition énergétique et numérique, elles sont complètement liées. Donc, c'est le budget qui doit prendre ça en... C'est pas la politique monétaire, alors ? Non, c'est pas la politique monétaire, effectivement. C'est la politique budgétaire, puisque en gros, c'est construire des tuyaux, construire des bâtiments, et que tous les pays n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, il n'y a plus de charbon en France, il y a beaucoup de charbon en Allemagne, et on va devoir y substituer différemment. Donc le problème énergétique, il varie énormément d'un pays à l'autre, mais c'est aussi un problème européen dans le sens où on n'aura pas un réseau optimal s'il ne traverse pas les frontières pour pallier aux déficiences de vent d'un pays à l'autre. Donc on n'a pas vraiment les moyens d'utiliser la politique monétaire. On a plein de projets d'investissement nécessaires. Et par ailleurs, on a des projets d'investissement dans les personnes, d'éducation aussi nécessaires, qui sont colossaux. Parce que le niveau des élèves baisse, parce que la transition énergétique, ça va demander... C'est pas la même chose d'être un ingénieur du nucléaire ou d'être un ingénieur de l'éolien. Parce que isoler des maisons pour qu'elles soient efficaces énergétiquement, c'est des qualifications qui sont très rares en France d'ailleurs et dont on n'en a pas assez. Et parce que pour tout ce qui est numérique, il faudra élever le niveau d'éducation de la population. Donc ça, on peut le faire. Je rajouterai une troisième chose, très rapidement. C'est donc on est capable de le faire et en plus on serait capable de le faire au niveau européen si on décidait de s'en parler ensemble, puisque le cadre européen prévoit qu'on se coordonne pour les politiques budgétaires. Parce qu'évidemment la remarque qu'on peut faire, et c'est le troisième point, c'est mais la France elle a près de 100% de PIB de dette, l'Italie 135%. Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça et d'aller s'endetter un peu plus ? La vérité aujourd'hui, c'est que la France est probablement le pays qui résiste le mieux au ralentissement dans la zone euro, ou un des pays qui résiste le mieux. Donc, ce n'est pas forcément là où il faut accélérer sur tous ces investissements. Ils sont à faire, mais dans le cadre budgétaire normal. En revanche, là où ça ralentit beaucoup, c'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas et c'est beaucoup de pays nordiques. Et eux, ça tombe bien, parce que leur ratio, le rapport de la dette au PIB, il n'est pas de 100, il est de 50. Ça veut dire qu'ils ont des marges de manœuvre pour investir, et que par ailleurs, quand on regarde, là où il y a des déficits d'investissement dans l'énergie, dans les infrastructures de transport, dans le numérique, c'est aussi dans ces pays. Et d'ailleurs,
les Pays-Bas, par exemple, ont décidé cette année de faire un fonds d'investissement de 50 milliards pour pallier au ralentissement et pour accélérer leur transition énergétique. Parce que comme vous savez, aux Pays-Bas, on peut être à 8 mètres en dessous de la mer. Donc forcément, quand il y a du réchauffement climatique et que les eaux montent, on en voit les effets très très rapidement. On se pose très peu de questions sur la véracité du changement climatique. Donc voilà, pour utiliser la politique monétaire, il faut, je pense, il faut la laisser comme elle est. Grâce à Peter, en partie, on a une très grande visibilité. Les taux vont rester bas pendant longtemps. Il faut en profiter. Comme le disait Olivier, on peut s'endetter à 10 ans quand on est un État de façon négative. Donc en gros, les investisseurs vont payer l'État pour qu'il fasse ces investissements. Il faut le faire, et pas partout, mais de façon modérée là où les besoins existent. Merci beaucoup, Laurence Boone. Alors, Anne-Laure Delade voulait réagir rapidement sur le verdissement de la politique monétaire, et puis ensuite, on passera à vos questions. En fait, pourquoi c'est juste une explication de texte sur l'intervention de Marie quand Laurence dit il faut qu'on fasse des investissements dans la transition climatique, et Marie lui dit ah bon, mais c'est pas la politique monétaire de faire ça, parce qu'en fait aujourd'hui il y a un débat qui s'appelle le verdissement de la politique monétaire, c'est-à-dire que toutes ces politiques accommodantes qui ont été mises en place depuis 10 ans, tout ce qu'on vous a raconté, on a triplé le bilan des banques centrales, hein, donc il y a beaucoup plus de dollars et d'euros dans l'économie. On a prêté de l'argent. En fait, on a acheté des titres. Et qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce que les banques centrales ont acheté? Elles ont acheté de l'économie marron, c'est-à-dire de l'économie qui pollue. On a en fait favorisé l'économie qui pollue. Alors, c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème. Attendez, justement, est-ce que c'est vraiment un problème? Mais en fait, la politique monétaire, elle est neutre. Dans le sens où ça n'est pas à la politique monétaire de faire de la politique industrielle. En fait, la politique monétaire, les banques centrales ont juste reproduit la structure de l'économie. Et n'en plaise... Enfin, voilà, on a une économie qui est structurellement marron. Alors aujourd'hui, il y a un débat, en particulier, moi, que je trouve hyper dangereux dans la société... Enfin, chez les citoyens, avec des gens qui vous disent en fait, on pourrait utiliser la politique monétaire pour verdir tout et pour opérer cette transition climatique. Et en réalité, attention, les banquiers centraux ne sont pas élus, ils ne sont pas sous la contrainte d'un parlement. Enfin, il n'y a pas de démocratie, en fait. C'est pas dans le sens, je ne suis pas en train de critiquer une banque centrale, je remets juste les choses à leur place dans un régime politique démocratique. Et qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Oui, la maison brûle, la planète brûle, donc il faut qu'on fasse ces investissements, mais ces investissements, c'est de la politique industrielle et de la politique budgétaire, c'est-à-dire que c'est l'exécutif, les gouvernements sous le contrôle des parlements qui doivent l'opérer, il me semble. Voilà, donc je faisais de l'explication de texte. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais le seul petit désaccord, c'est pas vraiment un désaccord, mais quand tu dis on achète l'économie marron, en fait, les banques centrales ont acheté des titres de la dette publique. Hein. Donc, on a acheté principalement, on n'a pas acheté tellement sur les marchés d'obligations privées. Je sais bien qu'on a acheté, mais ce n'est pas fondamental. La masse d'argent qu'on achète, donc j'achète de la dette publique existante, donc des gens qui ont placé en titre long de la dette publique à 10 ans, et je donne en échange du cash, et je prends du long. Évidemment, comme je retire du long terme du marché, les prix vont monter, puisque j'achète du long terme. Les taux d'intérêt à long terme vont baisser, ça va soutenir l'économie. Ça, c'est l'idée. Mais donc, mais pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Mais il y a un point que je voulais dire là-dedans, c'est que c'est vrai, et je crois que ça nous met ensemble, c'est que en baissant les taux d'une manière ou d'une autre, en utilisant les instruments dont j'ai parlé, négatifs et tout ça, vous voulez pousser à la dépense, donc dépenser plus pour soutenir l'économie, et deuxièmement, prendre du risque. Le gros problème qu'il y a, et c'est ça qui revient ici, et là on n'a pas vraiment la maîtrise, c'est quel type de risque, de quel type de risque vous parlez? Et ça, Marie, tu l'as dit très souvent. Vous prenez du risque immobilier. Est-ce que c'est ça qui va soutenir la croissance de long terme et la conversion de l'économie vers une économie plus verte? Non, on dit que c'est de la prise de risque non productif. C'est peut-être gai pour les gens qui achètent des maisons, avec les nuances que tu as données, hein, c'est de dire, bon, bonne nouvelle, les taux sont plus bas, mauvaise nouvelle, les prix sont beaucoup plus élevés.
C'est bien pour les anciens qui avaient déjà des maisons, mais pour les nouveaux, ce n'est pas nécessairement une bonne affaire. Mais le canal du risque de la politique monétaire, donc vous baissez, les gens prennent du risque, il est très, très difficile évidemment à gérer. Si les gens achètent des maisons, ça ne va pas augmenter le capital productif de l'économie. Et deuxièmement, ça a été dit aussi par Anne-Laure, c'est que si les gens disent « Ah, emprunter par dette, c'est moins cher que d'émettre des actions », le résultat des courses, c'est que les entreprises seront fortement endettées, auront peu d'amortisseurs boursiers, hein, de financement par action, et donc vous avez une économie qui a une prise de risque excessif, qui n'est pas du capital productif. Et c'est ça qui est la difficulté de la Banque centrale. Alors on a dit, mais ça peut être complété par d'autres politiques. Une politique macroprudentielle qui vise à éviter que les entreprises s'endettent trop. Vous avez pris des mesures de stabilité financière en France, par exemple. On verra si elles marchent ou pas. Mais donc on essaye d'autres politiques pour essayer de canaliser vers ce qu'on appelle le bon risque et pas le mauvais risque. On essaye de limiter l'accès à la propriété en mettant des limites sur ce que vous pouvez emprunter pour acheter des maisons, etc. C'est pas évident, hein. Et donc, ce qui manque, et ça c'est ce que Laurence disait, ce qui manque, c'est un cadre qu'on appelle d'économie d'offre, qui soit un cadre qui dise « Ah, on nous donne toutes les conditions pour prendre des risques, des conditions financières pour prendre des risques. » Et alors, vous avez un cadre de politique économique qui va canaliser cette prise de risque vers les secteurs les plus productifs. Je veux dire l'éducation, etc. Vous connaissez la liste, et Laurence, tu en as donné quelques-uns. Et c'est ça qui manque, c'est que quand vous avez une politique... Anne-Laure, tu dis, tout a reposé sur la politique monétaire, en citant, il manque pour la politique budgétaire, mais il manque aussi, ce que toi tu disais, Laurence, c'est tout le côté offre de l'économie. Et bon, je ne dis pas que c'est zéro, mais il y a quand même un déséquilibre, c'est vrai. Laurence Boone. Merci. Je vais faire juste 3 précisions rapides. La première, c'est, comme le dit Peter, la Banque centrale achète des emprunts d'État. Et les emprunts d'État verts, ils sont quasi inexistants. Ça vient de commencer. Et d'ailleurs, la France est à la pointe sur ce sujet, mais le stock mondial est tout petit. Il n'est même pas 1/10 du marché. Donc, pour que la Banque centrale puisse acheter des actifs verts, encore faudrait-il qu'ils existent. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. La deuxième chose, c'est, puisqu'on a parlé de faire des investissements productifs, il y a une politique qu'on n'a pas mentionnée, qui est la réglementation sur les investisseurs. Et la vérité aujourd'hui, c'est que le cadre réglementaire des investisseurs incite à acheter des emprunts et pas du tout à acheter des actions. Ce qui fait que les 3/4 des assurances vie, ou le bilan d'un assureur aujourd'hui, c'est au moins 80% de la dette, et en général peut-être 5 à 10% des actions. Donc ça, la Banque centrale n'y peut rien, la Banque de France n'y peut rien, Anne-Laure et moi n'y pouvons rien, mais en revanche, l'État et sa capacité réglementaire, il peut beaucoup, et effectivement aujourd'hui, le cadre réglementaire et fiscal incite à acheter de la dette, et ça, il faudrait que ça change si on voulait que la politique monétaire soit plus efficace. Et le troisième point que je voulais faire, puisqu'on commence à parler beaucoup d'autorité de la Banque centrale, du fait que comme elle a un monopole et qu'on ne la contrôle pas, elle a des pouvoirs démesurés, je rappelais quand même que la Banque centrale doit rendre des comptes. Donc la Banque centrale va tous les trimestres au Parlement européen, on peut considérer que ce n'est pas assez, mais ça existe, expliquer pourquoi elle a fait ça, comment elle a fait ça. Elle fait ça avec le Parlement et elle fait ça avec les ministres des Finances. Donc on ne la laisse pas dans la nature se balader et imprimer des tonnes d'argent. On essaie quand même de contrôler un peu les personnes comme Peter pour s'assurer que ce qu'ils font en fait, ils le font aussi parce que implicitement, les États sont d'accord avec eux, ils trouvent qu'ils agissent en ligne et en conscience avec leur mandat. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 15 minutes devant nous. Je vous propose de vous résumer un peu les questions qui ont été posées par la salle, et puis chacun pourra piocher un peu pour qu'on réussisse à traiter le maximum de questions, puisqu'il y aura la remise du prix à la fin. Alors, il y a une famille de questions un peu sur le bilan de la BCE. Globalement, dans la salle, vous êtes plutôt pessimiste, enfin négatif en termes d'emploi. En termes d'inflation, pourquoi finalement il n'y a pas d'inflation, donc est-ce que l'action est si efficace que ça? On en a parlé tout à l'heure, mais je résume un peu l'état d'esprit des questions. Et finalement, la zone euro est a été la plus lente à se redresser économiquement, comparée notamment aux États-Unis. Donc, est-ce que l'euro est vraiment la solution? Ça, c'est une question qui est clairement formulée de la sorte. Donc voilà, le bilan de la BCE.
Il y a une question qui remet un peu en question l'outil budgétaire en disant finalement l'excédent budgétaire de l'Allemagne et des Pays-Bas cumulé, c'est 70 milliards d'euros. La création monétaire en 2019, ce sera 700 milliards et pourtant on n'arrive pas à relancer l'économie. Donc est-ce que vraiment l'outil budgétaire peut être la solution ? Il y a une autre famille de questions sur en cas de crise. On a beaucoup parlé d'Europe, mais est-ce que la Chine, en cas de crise, pourrait affronter elle-même une nouvelle crise ? Si une banque française faisait faillite, cas d'école, est-ce que la Banque centrale européenne pourrait la sauver ? Question plus micro, est-ce que les comptes bancaires à garantie à 100 000 euros, c'est réaliste ? Et puis, on a une famille de questions sur les missions de la BCE, et notamment une question intéressante sur pourquoi la création monétaire n'est pas réservée aujourd'hui à la Banque centrale européenne, pourquoi ce sont les banques privées en fait, qui créent la monnaie. Et cette question de la norme d'inflation à 2%, est-ce que c'est vraiment pertinent ? D'où ça vient ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, il y a eu des débats d'économistes qui suggéraient de remonter cette norme. Voilà, c'est un peu les grandes familles qu'on a, et je rajouterai l'impact sur la rentabilité des banques qu'on a peu effectivement évoqué. Voilà, le champ est ouvert et on a une grosse dizaine de minutes. Je ne sais pas qui veut commencer. Et si possible, d'être concis et de tenir compte des réponses que les uns et les autres auront déjà formulées, peut-être. Qui veut se lancer ? Peter, sur le bilan. Non, mais 2 minutes. Non, mais vous ne savez pas ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ce qu'on a fait. C'est toujours la même chose. Et donc, sur le bilan plutôt négatif de la Banque centrale en termes de croissance, d'inflation, etc. On a eu des chocs phénoménaux. Et donc, je pense que sans la réaction de la Banque centrale, ça a été dit ici, je crois ça sincèrement, on aurait eu une véritable catastrophe. On ne serait pas là aujourd'hui, probablement. Le monde serait très différent. Donc, on a vécu... Alors, pourquoi est-ce que ça a été si catastrophique ? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi est-ce que d'autres régions ont mieux performé ? D'abord, ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'en Europe, quand on a créé la zone euro, on a sous-estimé, ça c'est vraiment une erreur, je dirais, de design, on n'a pas suffisamment mis en place les institutions pour gérer une crise financière, c'est tout bête. Ça a été au niveau national et au niveau européen. Donc on a une crise de dette souveraine dans la zone euro, une panique sur la dette souveraine avec le whatever it takes de Mario à un moment donné. Mais qu'est-ce qui a sauvé l'euro à ce moment-là en 2012 ? Et les gens disent Mario a sauvé l'euro. Oui, c'est vrai, mais il n'aurait pas pu avoir l'impact qu'il a eu sans l'accord du sommet de juin, donc 1 mois et demi à peu près avant la déclaration de Mario Draghi, où les chefs d'État et de gouvernement ont dit on va créer le système de surveillance des banques au niveau européen et un mécanisme de gestion de crise des dettes souveraines. Et c'est les deux ensemble qui ont sauvé la zone euro. C'est à la fois la volonté des États d'aller de l'avant pour consolider la construction monétaire européenne, qui était une des grandes faiblesses de la construction, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'anti-euro encore autour de nous, bien que les gens aiment bien l'euro en général dans tous les sondages. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un déficit institutionnel quand on a créé l'euro. C'est évident, malheureusement, et on le paye très cher. Et les États ont réagi, ont mis en place ces instruments, ces mécanismes de surveillance des banques dont on a parlé. Malheureusement, la construction n'est pas encore bonne. Ce qu'on a dit, il n'y a pas de mécanisme, Laurence l'a dit, de coordination budgétaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on reste toujours dans une construction monétaire très ambitieuse, il faut bien le dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages avec l'euro, mais il faut aussi être tout à fait honnête pour dire que le développement institutionnel de la zone euro est encore insuffisant aujourd'hui. Mais on a fait pas mal de progrès. Donc ça, c'est quand même une réponse. L'autre, c'est... j'arrête, c'est pour le suivant. Non, mais... On peut passer la parole peut-être à Olivier Garnier. Oui, peut-être 2 remarques, puisque sur les questions sur l'inflation, il y avait d'abord une question, c'est un peu, est-ce qu'il faut revoir un peu notre objectif d'inflation, qui, je le rappelle, donc au niveau de la zone euro, c'est une inflation inférieure, mais proche de 2%. Alors là, il y a un peu deux écoles. Il y a une première école, par exemple un économiste comme Olivier Blanchard, donc qui est un Français, mais qui a été le chef économiste du FMI et qui est maintenant aux États-Unis, qui dit qu'il faudrait peut-être relever cet objectif d'inflation, peut-être à 3 voire 4%, pour éviter qu'au cours du cycle, on se trouve justement, Peter expliquait tout à l'heure, le problème c'est quand les taux d'intérêt tombent à zéro, dans ce cas-là on peut avoir un problème. Donc si on avait une inflation qui en moyenne serait à 3-4%, les taux d'intérêt nominaux seraient un peu plus élevés, donc on aurait moins de chances de buter sur les taux zéro.
le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on a, par rapport à notre objectif de 2%, on a déjà du mal à arriver à 2%. Alors, est-ce qu'il suffirait de dire, tout d'un coup, la BCE annonce dans sa grande sagesse, maintenant notre objectif c'est 4%, est-ce que par rapport à ça, est-ce que si on annonce ça, est-ce que votre employeur, tout d'un coup, va dire, comme la BCE a annoncé que l'inflation allait être à 4%, je vous accorde 5% de hausse des salaires. Je ne suis pas sûr que ça se passerait comme ça. Donc, d'abord, je pense, vous voyez, c'est un principe simple, quand vous avez un peu un objectif, la première chose à faire, c'est de l'atteindre. Si vous changez les règles du jeu en cours de route, dans ce cas-là, il y a un peu un problème. Alors, il y a l'autre école, à l'inverse, qui est de dire, mais vous vous obstinez à essayer d'atteindre cet objectif de 2%. D'ailleurs, pourquoi vous avez dit 2% ? Est-ce que 1%, on ne vivrait pas plus mal avec 1%? Et donc, pourquoi ne pas vous satisfaire de 1%? Bon, alors, il y a déjà la première réponse que j'ai faite qui est on ne change pas les règles du jeu. Et deuxième réponse, c'est que si vous descendez à 1%, dans ce cas-là, vous avez encore plus de chances de buter sur la contrainte de taux d'intérêt zéro. En plus, les anticipations d'inflation vont peut-être encore aller plus bas. Donc ça peut être assez dangereux. Alors c'est vrai, et je terminerai par là, il y a la question aussi qui était, parce que derrière cette question-là, c'est de dire aujourd'hui, est-ce que la politique monétaire peut encore avoir un impact sur l'inflation? Parce qu'il y a certains économistes qui disent, mais peut-être que l'inflation, maintenant, par exemple, c'est un phénomène mondial, c'est plus la politique monétaire en zone euro qui détermine l'inflation en zone euro, c'est plutôt ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est la mondialisation. Alors, ça, c'est pas complètement prouvé, on montre qu'on a encore la fameuse courbe de Phillips, elle existe encore, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque le taux de chômage baisse, il y a bien des hausses de salaire plus importantes. Il y a deux sujets, c'est que, la pente de cette courbe de Phillips, elle est plus plate, c'est-à-dire que pour une même baisse de taux de chômage, il y aura moins de hausse des salaires, mais il y a quand même une hausse des salaires. Et puis il y a un deuxième sujet qui est celui de la transmission des hausses de salaire au prix. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui dans la zone euro, avec la reprise de l'activité qu'il y a quand même eu au cours des dernières années, on a bien eu une petite accélération des salaires nominaux, mais cette accélération ne s'est pas transmise pour le moment au prix. Donc il y a deux hypothèses. Soit c'est une question un peu de retard, les entreprises pour le moment ont un peu absorbé dans leurs marges, mais vont tôt ou tard répercuter la hausse de leurs coûts salariaux, soit il y a vraiment un changement dans le comportement de fixation des prix des entreprises, mais ça, pour le moment, je dirais, on n'a pas encore d'évidence claire, mais c'est quelque chose que l'on regarde de très près. C'est cette fameuse enquête que les économistes essayent de résoudre. Alors, Laurence Boone et Anne-Laure Delatte, vous avez 5 minutes à vous partager pour prendre en charge les questions restantes. Alors, je vais prendre la Chine et le budgétaire. Sur le budgétaire, effectivement, quand on compare ce qu'on demande aux Pays-Bas ou à l'Allemagne par rapport à la puissance de feu de la Banque centrale, ça peut paraître petit. Mais je vous rappelle que la Banque centrale, elle travaille pour les 19 pays de la zone euro. Si on regardait ce que pouvaient faire les 19 pays de la zone euro, on arriverait à quelque chose d'assez différent. Après, l'avantage de la politique budgétaire, c'est qu'elle peut se calibrer suivant ce qui est en train de se passer dans chaque pays. Or, le pays qui ralentit le plus rapidement aujourd'hui, c'est l'Allemagne, et c'est l'Allemagne en partie à cause de l'importance de son secteur industriel, qui représente à peu près 30% de son activité économique, pour 10% par exemple en France. On fait plus de services et d'agriculture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... super brièvement sur ce sujet. La croissance, c'est quoi? La croissance, c'est de l'innovation, c'est du progrès technologique, c'est la création de nouveaux produits, de produits mieux. C'est du capital humain, donc c'est vous. Et c'est du capital physique, donc c'est la centrale nucléaire, c'est l'éolienne, c'est tout ça. Et puis, c'est les conditions de faire qu'on arrive à en faire le plus possible, le mieux possible, ce que Peter appelait le cadre de l'offre. Il faut en réalité qu'on joue sur tous ces leviers aujourd'hui pour ne pas se retrouver englué avec une croissance de 1% qui, par tête, par personne, sera moins de 1%, ce qui veut dire qu'on n'arrivera pas à élever le niveau de vie des gens. Donc il faut appuyer sur la capacité innovante, il faut appuyer sur l'éducation et il faut investir dans les stocks de capital. Ça ne sert à rien d'être très éduqué si vous avez des ordinateurs qui datent des années 80. Et le troisième point, donc, qui est sur la Chine... Peter l'avait évoqué dans son introduction, la Chine a une importance colossale pour le reste du monde parce qu'elle contribue, même en ralentissant aujourd'hui, à peu près 1/3 de la croissance mondiale.
Donc les hockey en Chine, on n'aime pas beaucoup ça, surtout quand on est dans un environnement où on a seulement 1% de croissance. Est-ce que la Chine a les moyens de répondre? Probablement, mais elle est comme les autres pays, elle peut pas tout gérer, mais elle a une capacité de réponse qui est forte par les réserves qu'elle a accumulées lorsqu'elle exportait beaucoup, ce qui est moins le cas aujourd'hui, et parce que beaucoup d'entreprises sont des entreprises d'État. À l'inverse, comme beaucoup d'entreprises sont des entreprises d'État, sa capacité d'innovation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, elle est plus faible. Donc ils peuvent réagir dans le court terme. Dans le moyen terme, c'est plus compliqué. En plus, il y a, comme vous le savez, un énorme sujet démographique en Chine, puis avec la politique d'enfant unique qui les frappe. Maintenant, la population vieillit très vite, donc leur croissance ralentit très vite. Et c'est vrai que c'est un gros défi pour le reste du monde. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi. Anne-Laure Delatte, ce sera le mot de la fin avant la remise des prix. Je vais reprendre la question de pourquoi en zone euro on n'a pas eu une reprise aussi importante qu'aux États-Unis, pour compléter ce que disait Peter. Premièrement, on n'a pas Trump. Or, Trump, il met du feu, il rajoute du charbon dans déjà une économie qui allait très bien. Donc, en réalité, lui, il a vraiment mis en place une politique budgétaire très expansionniste. Donc, on n'a pas fait ça en Europe. Mais si on regarde juste la zone euro, sans se regarder relativement aux États-Unis, ce que disait Peter, c'est qu'on avait des failles institutionnelles quand on a mis en place l'euro. Bon, ben voilà, c'est un projet politique. Et on a fait des erreurs au départ, mais des erreurs qui finalement, en fait, politiquement, on ne pouvait pas mettre en place une monnaie parfaite, complète, de la même façon que les Américains n'ont pas mis en place une monnaie parfaite en 1793 quand ils ont décidé d'unifier leur monnaie, leur marché monétaire. En fait, ils ont une histoire qu'on peut regarder et qui peut nous aider à comprendre. Ils ont mis 130 ans à compléter la monnaie. Et ils ont subi de l'instabilité bancaire, de l'instabilité financière, de la déflation, tout ce que nous, on a vécu en à peu près 10 ans. Et eux l'ont vécu en 130 ans. Alors, on n'a pas ces 130 ans, mais qu'on ait mis en place aujourd'hui, c'est notre plus grand... Enfin, tu disais, Laurence, sans l'euro, on ne s'en serait pas sorti. Oui, et en même temps, c'est notre plus grande fragilité. Mais... moi, je suis toujours pour l'euro. Je pense que c'est vraiment un achèvement, mais un achèvement politique, pour l'instant pas économique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut probablement mettre en place des transferts, comme l'ont fait les États-Unis, vers les années 30. Donc, est-ce que les transferts ils doivent se faire par le budget entre pays? Est-ce que l'Allemagne doit pouvoir prêter à l'Italie quand elle en a besoin? Est-ce que ça doit se passer par les marchés financiers, les marchés de capitaux? Ce sont des débats qui nous animent, nous les économistes, mais c'est ça les questions aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas complété cette architecture, on restera fragile. Merci beaucoup Anne-Laure Delatte, merci à tous les quatre. Je laisse la parole à Olivier Garnier pour la remise du prix du blog de la Banque de France. Oui, alors avant de conclure donc, cette table ronde, là nous allons avoir le plaisir de procéder à la remise des prix du concours du blog de la Banque de France. Alors le blog de la Banque de France, j'espère que la plupart d'entre vous le connaissent. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à vous rendre donc, sur le site web de la Banque de France, banque-france.fr. Et là, donc, le blog de la Banque de France, qu'est-ce que c'est? Le blog de la Banque de France, rassemble des billets écrits par les économistes de la Banque de France qui présentent, sous une forme plus accessible que dans des documents de recherche un peu compliqués, l'état de leurs travaux. Et donc, on a eu l'idée, à partir de ce blog, de proposer un concours à des étudiants, donc ouvert aux étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France. On leur a donné un sujet. Le sujet était quelles sont les conséquences économiques de la révolution technologique en cours, et de rédiger un billet dans le format de notre blog, et en disant le billet gagnant sera publié. Alors, il n'y a pas seulement ça. En même temps, pour le premier prix, il y a une dotation de 2 000 €. La publication du billet donc, sur le site du blog, ça sera fait tout à l'heure à 15h30. Un abonnement numérique aux Échos, puisque notre partenaire est les Échos, et une entrée permanente pendant 1 an aussi à Citeco, donc le nouveau musée de l'économie. Et donc il y a aussi un deuxième prix avec une dotation de 2 000 €.
Alors là, je vais appeler justement les deux lauréats. Donc le premier prix est à Nicolas Laine, alors je ne sais pas si on dit Laine ou Lenné, qui est étudiant à l'ESCP Europe en master de management, qui a fait, vous le verrez, je vous invite à aller le lire tout à l'heure sur le blog, un billet tout à fait intéressant sous la forme d'un dialogue un peu entre un techno, on pourrait dire entre un techno-optimiste et un techno-pessimiste. Et ça commence d'ailleurs par une phrase qui a d'ailleurs emprunté au fondateur de PayPal, mais regarde, on rêvait de voitures volantes et on a eu 140 caractères. Pour dire, ça résume assez bien, pour dire finalement qu'il y a tout le débat sur la productivité. Est-ce que les nouvelles technologies font de la productivité? Est-ce que Twitter, les 140 caractères de Twitter, est-ce que c'est ça qui fait de la productivité aujourd'hui? Mais donc c'est sous la forme d'un dialogue très amusant et qui présente très bien finalement les débats actuels. Et le deuxième prix donc, est à Pierre Coster, qui est étudiant à Sciences Po. Je vois aussi qu'il fait un stage, alors je ne sais pas s'il est dans les équipes de Laurence, parce qu'il est, où il est en stage à l'OCDE. Et donc je vais remettre les deux prix donc, à Nicolas, qui sont les deux candidats, à Nicolas Laine et Pierre Coster. Alors je vais remettre d'abord le premier prix donc, à Nicolas Laine. Peut-être en demandant à Nicolas d'où est venue l'idée de ce dialogue là, tout à fait original. Alors, je rappelle que dans le jury, il y avait non seulement donc, des membres de la Banque de France, de Citeco, mais il y avait aussi Jean-Marc Vittori, donc, qui est éditorialiste aux Échos, et puis un économiste de l'OFCE. Donc d'abord, toutes mes félicitations pour le premier prix. Alors peut-être l'idée du dialogue. Merci beaucoup. Déjà, ce qui est amusant, c'est que j'aurais peut-être pas pu être ici sans la révolution technologique, parce que j'ai soumis mon billet le dernier jour du concours, à 23h59 exactement. C'est une histoire vraie, donc voilà, sans l'email, en l'envoyant par la poste, j'aurais peut-être pas pu l'envoyer à temps. Et d'où est venue cette idée? C'est que, en fait, il y a beaucoup de débats autour donc, de la révolution technologique. Et beaucoup de paradoxes aussi, puisque c'est un sujet qui pénètre toutes les sphères de nos vies quotidiennes. Par exemple, pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas la chance d'habiter à Lyon, peut-être qu'ils ont réservé un hôtel sur Booking ou un appartement sur Airbnb, et ils ont pu constater qu'il y avait une concurrence énorme, et une pureté de la concurrence sur ces plateformes qui est très grande. Et pourtant, ces plateformes, à cause des effets de réseau, elles se constituent en monopole. Donc c'est finalement le monopole qui permet la concurrence. Donc c'est ce genre de paradoxe qu'on trouve vraiment spécifiquement dans cette économie numérique. Et qui déstabilise beaucoup les personnes qui y sont soumises. Et donc ça crée beaucoup de débats, ça crée des inquiétudes, ça crée des espoirs aussi. Et ce biais, c'est une tentative de répondre un peu et de résumer un peu ces différents points de vue qu'on peut avoir sur... Il y a même assorti, je signale, de petits dessins. D'ailleurs, je ne sais pas si les dessins sont de vous. Non, les dessins sont de la dessinatrice qui est ici. De petits dessins comme une bande dessinée. Les compétences sur dessin sont pas donc voilà, toutes mes félicitations. Merci. Et puis le deuxième prix donc, à Pierre Coster, donc étudiant à Sciences Po, donc en master aussi, avec un billet alors là, qui est plus traditionnel, la plus copie Sciences Po, avec en plusieurs parties, mais tout à fait intéressant et tout à fait rigoureux. Et donc là, peut-être aussi sur un peu l'approche que vous avez retenue. Exact. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu la même idée d'approche. Donc, le sujet était donné sur les nouvelles technologies. On a tous les deux choisi de parler de la productivité. Je n'ai pas encore lu son billet, mais apparemment de manière plus originale. Moi, en bon science-piste, j'ai fait 2 parties, 2 sous-parties. Mais bon, apparemment, c'est pas si mal que ça. Et donc, je suis parti de la phrase de Solow dans les années 80 qui disait « On voit les ordinateurs partout, sauf dans les chiffres de la productivité ». Et aujourd'hui, on voit dans tous les titres, on nous parle de la blockchain, de l'Internet des objets, etc., mais on ne les voit pas dans les chiffres de la productivité. Est-ce qu'à terme, comme ce qui s'était passé dans les années 90, on verra un effet sur la productivité ou non? C'est un peu le débat de mon billet. Voilà, merci et bravo. Et donc, comme je vois dans la salle qu'il y a beaucoup d'étudiants, je vous invite, on va refaire donc en 2020 une nouvelle édition de ce concours. Donc je vous invite tous et toutes à concourir. C'est un concours qui est ouvert à l'ensemble de la France et on espère recevoir encore plus de propositions de billets l'année prochaine. Merci. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci.